Nous allons donc procéder à la correction du bac pro maintenance des équipements industriels au niveau du sujet E2. Donc c'est un sujet E2 qui date de 2018. C'est un sujet qui a été donné dans les DOM normalement. C'est pas le sujet national. Alors, sujet E2, il va se composer d'un dossier de présentation sur 19 pages et un dossier questions-réponses sur 19 pages. Donc ici, nous avons le dossier de travail, donc celui-ci, de questions-réponses, et ici, nous avons le dossier technique et ressources. Donc les deux sont ensemble, et donc dans ce dossier technique, on va trouver énormément d'informations pour pouvoir répondre aux questions du dossier de travail. Donc on vous dit qu'on peut utiliser la calculette. Alors, on va commencer par la présentation de la ligne. C'est une ligne qui fabrique des gommes, donc dans une entreprise bien connue. Donc cette présentation de ligne, on va avoir une extrudeuse, on va avoir un poste de découpage, un poste de marquage, un poste d'emballage et de mise en carton, et un poste de filmage des cartons. Donc ça devrait donner quelque chose comme ça. Donc ça commence ici, l'extrudeuse. Donc là-dedans, on va mettre la pâte. Ça va être extrudé, ça va passer dans le poste de découpe. Il y a un tapis roulant, un bol vibrant. Ça va emmener donc les pâtes, on va dire découpées en gomme, au poste de marquage. Du poste de marquage, on passe ensuite au poste d'emballage. Et enfin, on est au niveau du filmage des cartons. Donc voilà, ici, on voit la gomme qui pend à la sortie de l'extrudeuse, entre l'extrudeuse et le poste de découpe. Donc nous avons donc ici le dossier questions-réponses. Nous allons aborder la problématique générale. Donc en gros, la problématique générale, on a rapatrié deux lignes de production qui viennent de l'étranger sur le site d'Argonay dans le 74. Et donc on va étudier la productivité, les coûts qui vont être liés à ça, et on va décider de rénover la plus ancienne de ces lignes. Donc ici, on vous donne des explications. On va prendre l'exemple de la question 1. Donc là, on a le numéro de la question, donc Q1, l'intitulé, donc là c'est de la gestion de maintenance, le document technique qui va être nécessaire pour répondre à toutes les questions Q1, donc là ça sera DTR2 sur 14, donc ça veut dire qu'on va s'aider techniquement de la page 2, ici sur 14, du dossier technique. Le temps conseillé qui est de 40 minutes pour cette question, et le nombre de points qui est de 30. Donc le temps conseillé, c'est quelque chose quand même qui est assez important, parce que si vous vous rendez compte que vous dépassez ce temps-là, bah forcément vous allez en perdre pour les autres questions. Donc ça voudra dire qu'il faudra le rattraper à d'autres endroits. Alors, première question. On vous dit compléter le tableau ci-dessous d'après les données de l'historique. Arrondir les résultats à un chiffre après la virgule. Donc ça c'est important parce qu'il faudra le faire quand on fera les calculs. Donc ici, on vous demande dans un premier temps de trouver le temps total en heures. Alors, on s'aide du fameux document 2, et ici on a un tableau dans lequel on s'aperçoit donc qu'on a la ligne MP94, donc c'est celle qu'on va étudier. On a des informations concernant le nombre de jours ouvrés par mois, le temps total, donc en heures par mois, le temps d'indisponibilité TA en heures par mois, et le nombre de défaillances par mois. Ensuite, on a un tableau ici qui nous explique le nombre de défaillances par sous-système de cette ligne. Donc, par exemple, l'extrudeuse, c'est toujours par mois. Hein. Donc ici, en janvier, elle n'a pas eu de problème. Par contre, en février, il y en a eu 1. En mars, il y en a eu 0, et ainsi de suite. Donc ensuite, la guillotine, bah, elle a eu un défaut ici, un défaut là, elle n'en a pas eu là, elle en a eu là. Et normalement, si on fait la somme de toutes ces défaillances qui sont là, on devrait retrouver le nombre de défaillances totales de la ligne par mois qui est ici. Ensuite, on vous donne des petites informations, donc qu'est-ce que c'est que le temps total, qu'est-ce que c'est que le temps requis TO, qu'est-ce que c'est que le temps d'indisponibilité TA, qu'est-ce que c'est que le temps de bon fonctionnement. Et à chaque fois, comme ça, on vous guide, donc il va falloir un petit peu utiliser ça
et ce tableau pour répondre aux questions. Donc nous, la première question, c'était le temps total en heures. Alors, il est de 3744. Comment on fait pour trouver ce chiffre? Eh bien, il suffit d'additionner ici temps total. Donc on part de 352 et on additionne tous ces chiffres ici, jusqu'en décembre, et donc on obtient la somme de 3744 heures. Maintenant, le temps requis TO, toujours pareil, en heures. Donc on retourne sur le document. Donc TO, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que TO, c'est la période de temps effectif de production, donc le temps total, à 60% du temps total. Donc ici, ça veut dire que ça, TO, c'est 60% de ça. Donc on l'a calculé juste avant, donc 3744. Donc si on multiplie ça par 60%, on se retrouve avec 2246,4. Maintenant, on vous demande le temps d'indisponibilité TA en heures. Donc là, pareil, on revient là, TA, on le retrouve là, on additionne toute cette ligne, et donc on trouve 211 heures. Maintenant, on vous demande le temps de disponibilité, TBF. Donc la TBF, ici, c'est TO moins TA. Donc on revient ici. Donc TO 2246,4 moins TA 211, donc ça nous donne 2035,4. Maintenant, le nombre de défaillances. Donc là, il suffit d'additionner le nombre de défaillances ici. Donc là, ça nous donnait 132 défaillances. Maintenant, nous voulons la MTBF. Alors, la MTBF, qu'est-ce que c'est que la MTBF? Donc la MTBF, on vous dit, c'est la somme des temps de bon fonctionnement divisé par le nombre de pannes. Donc, on revient ici. Les temps de bon fonctionnement. Donc, c'est le temps de disponibilité. Donc, ça va être 2035,4 divisé par 132. Ça nous donne 15,4. Maintenant, la MTTR. Donc, la MTTR, on la retrouve là. C'est la somme des temps d'arrêt divisé par le nombre de pannes. Donc, les temps d'arrêt, eux, on les trouve ici. Donc, c'est le temps d'indisponibilité. Donc, on additionne tout ça. Et on le divise par le nombre de défaillances, ici. Et ça nous donne 1,6. Maintenant, on vous demande de calculer la disponibilité opérationnelle. Donc là, on vient voir. Et donc la disponibilité opérationnelle, c'est la MTBF divisée par MTBF plus MTTR. Donc là, on va diviser 15,5 par 15,5 plus 1,6. Donc, ça revient à diviser par 17. Et on se retrouve à 90,6%. Maintenant, la question Q1.2. Donc on nous dit comparer la disponibilité opérationnelle de la ligne MP94, donc c'est ce qu'on a calculé juste ici, par rapport aux deux autres lignes et commenter. Donc on vient sur le document là, et on s'aperçoit que la MP05 est à 98,4% et que la MP06 est à 98,9%. Donc nous, ici, la nôtre, 90,6, on est quand même bien en dessous. Donc on peut noter la disponibilité opérationnelle de MP94 est inférieure à celle des deux autres lignes. Il faut donc augmenter la disponibilité. Alors, maintenant, on va répondre à la question Q1.3 et on vous dit de compléter le tableau et classer les sous-systèmes de la ligne MP94 par ordre croissant de défaillance. Alors, total de défaillance. Donc ici, on a les postes, l'extrudeuse, la guillotine, le marquage, l'emballage et le conditionnement. Donc ça, on va le retrouver sur ce tableau-là.
ici. Donc l'extrudeuse, eh ben, on additionne toutes les défaillances qui sont là. La guillotine, on additionne toutes les défaillances qui sont là. Le marquage, on additionne toutes les défaillances ici. L'emballage, toutes celles-ci. Et puis le conditionnement, toutes celles-ci. Donc on se retrouve avec du 9 pour l'extrudeuse, 7 pour la guillotine, 58 pour le marquage, 14 pour l'emballage et 44 pour le conditionnement. Donc là, je veux dire, il n'y a pas de mystère. Donc on va les classer par ordre décroissant. Donc décroissant, c'est du plus grand au plus petit. Alors, en premier, c'est le marquage. En deuxième, c'est le conditionnement. En troisième, c'est l'emballage. En quatrième, c'est l'extrudeuse. Et en cinquième, c'est la guillotine. Maintenant, question 1.4. Donc identifier les deux sous-systèmes les moins performants. Eh bien, c'est le marquage et le conditionnement. Parce que là, on a 58 défaillances et ici, on en a 44. Donc voilà pour la question 1. Nous allons maintenant aborder la problématique numéro 2. Donc là, on vous dit, afin de limiter les interventions au poste de marquage, le service maintenance doit installer un interrupteur de sécurité interdisant le fonctionnement automatique de la machine si la tête de marquage n'est pas en position. De plus, afin d'améliorer la gestion de sécurité, il faut prévoir le contrôle des informations par redondance en installant un module de sécurité Preventa. Alors cette question 2, c'est une mise en sécurité électrique. On va devoir céder de DTR 3, 4 et 5. Ici, il faut passer à peu près 35 minutes et on a un nombre de points qui est de 35. Alors, la question 1. Donnez la référence du module de sécurité Preventa adapté, sachant que le bornier doit être intégré au module et que le circuit de commande est alimenté en 24 volts. Alors ici, on va aller voir les docs ressources qui sont à notre disposition. Donc là, on a l'extrait catalogue donc Schneider du module Preventa. Alors, on retrouve la désignation, le type de bornier, le nombre de contacts, les sorties supplémentaires, l'alimentation, la référence et le poids. Alors nous, ce qui va nous intéresser, c'est de trouver la bonne référence et on va devoir céder pour information de l'alimentation et du type de raccordement. Donc dans l'énoncé, on nous dit qu'on a un bornier qui doit être intégré et on est en 24 volts courant continu. Alors, ici, 48 volts, ça ne nous intéresse pas. Ici, alternatif et continu en 24 volts. Par contre, on est sur des borniers séparés. Donc nous, ça ne nous intéresse pas. Donc techniquement, ça, on s'en occupe pas. Donc nous, on va s'occuper de ça. Bornier intégré au module. Et donc ici, eh bien, 48, 115, 230, c'est pas ce qu'il nous faut. Donc nous, il nous faut celle-ci. Donc la référence du Preventa, ça sera XPS AC 5121. Donc on la note là. Maintenant, on vous dit donner la référence de l'interrupteur de sécurité IS adapté, sachant qu'il doit posséder deux contacts NC à action dépendante. Alors, on va aller regarder ça. Donc là, on a le schéma du Preventa. Extrait catalogue Schneider, interrupteur de sécurité. Donc nous, il faut qu'on trouve notre interrupteur de sécurité ici. Donc là, on a les références des appareils sans clé languette, contact NC à manœuvre positive d'ouverture à une ou deux entrées de câble. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a un NO, un NC. Donc nous, ça ne nous intéresse pas. Encore un NO, encore un NC, ça ne nous intéresse pas. Encore un NO, encore un NC, ça ne nous intéresse pas. Alors ici, on a deux NC, et là aussi, on a deux NC. Là, on vous dit à action dépendante, et ici, à action brusque. Nous, dans l'énoncé, on nous demandait à action dépendante. Donc, on n'a pas à se poser la question. Action dépendante, 2NC, la référence, c'est celle-ci. XCSPA 792.
donc XC SPA 792. Maintenant, on vous demande, l'installation du module Préventa nécessite le changement de l'arrêt d'urgence AU, qui doit posséder 2 contacts O, donner la nouvelle référence. Alors, on va aller voir sur les boutons d'arrêt d'urgence, donc extrait catalogue des arrêts d'urgence. Alors, on a un contact F et un contact O. Le nôtre, il doit avoir 2 contacts O. Donc ici, il n'y en a qu'un. Ici, il y a un F, un O. Ici, il n'y a que un O. Là, il y a un F, un O. Et ici, on a 2 O. Donc la question, elle ne se pose pas. Le seul qui a 2 O, c'est celui-ci. Donc ça sera du XB4B S8444. Donc on le note ici. Maintenant, question 4. En utilisant les symboles normalisés, raccordez l'interrupteur de sécurité IS sur le schéma électrique ci-dessous en zone 2. Alors, ici, pour la correction, j'ai rempli les zones à l'avance. Donc nous, la zone 2, elle est là. Donc il faut remplir cette zone-là, donc IS. Les schémas normalisés, on les retrouvait dans les docs techniques, ici, vous voyez, c'est là. Et comme nous, il avait 2 contacts, c'était celui-ci, eh bien, on vient dessiner les 2 contacts dans la zone 2. Ensuite, on vous dit en utilisant le symbole normalisé, raccorder l'arrêt d'urgence. Donc l'arrêt d'urgence, c'était la même chose. On avait le symbole là. Comme on avait 2 contacts O, eh bien, il fallait recopier ce symbole et rajouter le deuxième contact dans la zone 1. Voilà ce que ça donnait. Maintenant, question 2.6. Raccorder le module de sécurité Préventa à la carte d'entrée de l'automate en vous aidant du tableau d'affectation des entrées-sorties DT 4.5. Donc on va voir le DT 4.5. Donc là, on a les entrées et ici, on a les sorties. Alors, nous, on nous demande de raccorder quel type de carte. Ça, vous voyez, I quelque chose, ça, c'est la carte des entrées. Donc nous, on va s'intéresser au tableau des entrées, ici. Et là, qu'est-ce qu'on a? Donc, gomme marquage, éjecteur entrée, éjecteur sortie, défaut variateur, présence d'air comprimé, unité de marquage rentrée, unité de marquage sortie, défaut module de sécurité. Donc, ça veut dire que nous, on doit utiliser la I3.11. Et là, on a le niveau de la bande. Donc ça ne nous intéresse pas. Donc nous, comme on doit avoir l'information comme quoi on a le module de sécurité en défaut, on va utiliser celle-ci. Donc ici, nous allons donc raccorder notre module de sécurité. Donc on a la borne Y43 et la borne Y44. Et ici, on a l'entrée I3.11. Alors il faut faire attention, c'est trompeur. Ça, c'est pas les numéros des entrées, c'est les numéros des bornes. Donc vous voyez, on commence la borne 1 à l'entrée I3.0. Donc du coup, l'entrée I3.11, c'est la borne 12. Il faut faire attention à ça. On va aller regarder le schéma du module de sécurité. On l'avait ici. Donc on vous dit qu'en Y43, il faut le plus 24, et qu'en Y44, c'est vers l'automate programmable. Donc là, on ne se pose pas vraiment de questions. Ici, on a le 24, le 0, donc nous, on se branche sur le 24. Ici, on vient en Y43, et de Y44, on vient à l'entrée 11. Passons maintenant à la question Q2.7. Donc on vous dit mettre à jour le programme automate en insérant dans la zone 1 l'information délivrée par le module de sécurité et compléter le tableau. Donc si on regarde ce schéma, ici, %M.20, donc c'est un bit interne, défaut convoyeur. Donc si on a le disjoncteur du convoyeur qui est enclenché, on a l'entrée I1.7, donc ça nous met le défaut. Si on n'a pas de présence d'air, ça nous met le défaut. Donc l'entrée
I3.11, ça sera le défaut module de sécurité. Et donc cette entrée, nous, si on regarde notre schéma, donc elle est ici. Quand notre module de sécurité est enclenché, ça veut dire que tout est bon. Donc ça veut dire que quand l'information I3.11 est active, tout va bien. Donc si on veut détecter un défaut, il faut mettre un contact barre, c'est-à-dire ne pas avoir I3.11. Si on n'a pas l'entrée I3.11, on active le défaut convoyeur. Passons maintenant à la problématique numéro 3. Donc on vous dit, suite à de trop nombreuses interventions pour marquage non conforme, on demande au service maintenance d'effectuer les modifications suivantes. Implanter un pressostat pneumatique pour détecter la fin de course de sortie du vérin de marquage. Incorporer un bloc composé d'un régulateur de pression avec lubrificateur et manomètre pour adapter l'effort de serrage des gommes. Donc là, on est sur de l'implantation pneumatique. On va avoir besoin de DTR 5, 7, 8, 9 et 10. On vous conseille 45 minutes, c'est sur 40 points. Question numéro 1. Justifiez le choix de ce type de capteur en complétant le tableau. Cochez la bonne réponse. Alors, on a le choix. Le capteur nécessite l'interfaçage du signal de sortie. Pneumoélectrique. Non. Le capteur permet un changement de série sans réglage de position. Le capteur détecte la position du piston du vérin par champ magnétique. Alors, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous donne en info au niveau des docs techniques. Donc au niveau des docs techniques, on se retrouve ici. Donc facilité d'utilisation, adapté à des changements de série sans aucun réglage des capteurs de position à réaliser. Alors, ici on vous dit changement de série sans réglage de position. Oui ou non? Eh bien il fallait cocher oui. Et puis on vous dit le capteur détecte la position du piston du vérin par champ magnétique. Bah non. Là on est sur un capteur de pression, donc à aucun moment le champ magnétique du vérin rentre en compte. Maintenant, question 3.2. Donnez la référence du pressostat à implanter. Caractéristiques type double effet, diamètre d'alésage 25, course 40, orifice de raccordement, gaz BSPP 1/8 de pouce. Donc ici, nous... Alors, l'information, elle doit aller se raccorder à un automate. Donc déjà, on ne prend pas de sortie pneumatique. On va prendre une sortie électrique. Donc BSP, cylindrique et métrique. Alors, ici, nous, on veut un raccord gaz 1/8. Donc, on sera sur du G 1/8. Et la référence, ce sera 78 28 00 10. Donc, on la note ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande? Donner les références des composants suivants. Matériel dans la série 31. Alors ça, si on nous le précise, ça va avoir son importance. Un mini régulateur sans décompression avec pression secondaire 0,4 bar, manomètre rond et orifice de raccordement type BSPP avec écrou de montage panneau en plastique. Alors ça fait beaucoup d'informations, on va aller voir ça. Donc on se retrouve sur un système de traitement d'air série 31. Mini régulateur. Donc là on nous donne les symboles. Les orifices d'entrée intégrés, donc NTP et BSPP, 0,4 bar. Alors, ici, on a un tableau qui nous aide à composer notre référence. Donc P31RB, donc ça on ne peut pas le choisir. Maintenant ici, orifice. Nous on a le choix entre NPT et BSPP. Donc nous on nous demande un BSPP. Donc ça sera le chiffre 1 qu'il faudra mettre ici. Taille de l'orifice 2, bon ça on peut pas le choisir. Soupape de décharge avec décompression, sans décompression, débit inversé. Donc nous, on nous dit sans décompression.
Donc si on n'a pas de décompression, sans décompression, ici on aura la lettre N. Celle-ci, elle est imposée. Donc maintenant, nous avons le choix de notre manomètre. Alors, nous, il était dit qu'on voulait un manomètre rond. Donc déjà, toute cette partie-là, manomètre carré, on l'oublie. Gamme de réglage avec manomètre rond, sans manomètre. Donc toute cette partie-là, on l'oublie. Donc nous, on va être ici. Et donc, on voulait du 0,4 bar. Donc, théoriquement, on est ici avec la lettre M. Et puis là, on a l'écrou de montage panneau plastique, c'est la lettre P. On va aller vérifier. Donc, P31RB, 1, 2, N, N, M, P. Donc, c'est bon. On peut passer à la suite. Maintenant, on veut un mini lubrificateur avec une cuve plastique, même type de raccordement et sans support. Donc, on va aller chercher la doc technique qui va bien. Donc, système de traitement d'air, mini lubrificateur. Donc là, on a le symbole, là, on a les informations. Et pareil, même exercice, il faut qu'on remplisse la référence. Donc celle-ci, elle ne change pas. Et bien, même type de raccord, ça veut dire qu'on est en BSPP. Donc là, ça sera 1. Le 2, il ne change pas. Le L, il ne change pas. Et nous, on nous demande une cuve plastique. Donc ça sera la lettre G. Le N, il est placé. Et l'autre N, il est placé. Donc, on se retrouve avec la référence P31LB12LGNN. Maintenant, on vous dit qu'il nous faut un élément de liaison qui raccordera les deux modules et un bloc de raccordement avec un support en T pour fixer l'ensemble. Alors, on va aller chercher les informations. Alors déjà, support en T avec élément de liaison. Et puis, donc là, on a le bloc de raccordement, l'élément de liaison, bloc de raccordement avec support en T. Alors, on va aller vérifier ce qu'on nous demande. Donc nous, on nous demande un bloc de raccordement et un élément de liaison. Alors, le bloc de raccordement, on le retrouve là, donc avec le support en T. Alors, il fallait faire attention ici, il ne fallait pas prendre les mêmes raccords qu'on utilisait par exemple pour le manomètre, puisqu'on nous disait que nos appareils étaient en 1/4 BSPP. On le retrouvait ici, vous voyez, les orifices sont en 1/4. Donc, nous, si on prend le bloc de raccordement en 1/4, c'est le P31KA12CN, ici. Et maintenant, l'élément de liaison, on l'a ici, donc lui on n'a pas le choix, c'est P31KA00CB. Donc on note ici la référence. Maintenant, passons à la question 3.4. On vous dit modifier le schéma pneumatique à partir des données ci-dessous en utilisant la symbolisation normalisée. Donc elle, on va la retrouver dans les documents, on l'a vu tout à l'heure. Insérer le nouveau bloc de conditionnement dans la zone 1, le mini-régulateur, le manomètre et mini-lubrificateur. Donc son alimentation se fera sur piquage à la sortie du régulateur de pression du bloc OZ1 et sa sortie sera reliée à l'alimentation du distributeur 1V1. Implanter le pressostat repère 2S11 dans la zone 2. Alors, ici, on a OZ1, donc la zone 1. On nous demande de mettre le mini-régulateur avec la mini-lube et le manomètre. Donc, ici, on avait le lubrificateur avec échappement. Donc, c'était ce symbole-là. Et ici, on avait avec le manomètre le mini-régulateur. Il suffisait de placer ça ici, comme ceci. Donc on vous dit qu'il était piqué au niveau de OZ1, et puis
il allait à l'alimentation de 1V1. Donc 1V1, elle est là. Donc la pression, c'est le repère 1. Donc on venait ici. Maintenant, en zone 2, on vous demandait d'implanter le pressostat en repère 2S11. Alors, ici, il faut faire attention, parce que ce repère 2S11, ce pressostat, ce capteur, qu'est-ce qui nous permet de détecter réellement? Parce que là, on a le choix, il faut le mettre de ce côté-là ou de ce côté-là. Donc là, il va falloir qu'on décide pourquoi, comment. Donc, comment on va faire pour savoir où le mettre? Eh bien, on est sur le vérin de marquage. Donc, le vérin de marquage, il va venir tamponner la gomme en sortant. Donc, si on a la pression dans la chambre de sortie qui correspond à ce qu'on veut, eh bien, on aura l'information. Donc, il faut le mettre de ce côté-là, côté chambre de sortie. Nous allons maintenant passer à la question 3.5. La série de gomme nécessite une force de serrage de 12 décanewtons. Alors on vous demande, complétez le tableau ci-dessous à l'aide des caractéristiques du vérin de serrage défini à la question Q3.2 et faire apparaître les détails du calcul. Alors, on vous demande le diamètre du piston en centimètres. Donc on va chercher, on vous dit à la question Q2, enfin Q3.2, pardon. Donc on vous dit que le vérin a un diamètre d'alésage de 25 mm, une course de 40 mm, donc le diamètre d'alésage 25 mm, donc si on nous le demande en centimètres, c'est 2,5 cm. Maintenant, de calculer la surface du piston en centimètres carrés. Donc là, c'est une formule normalement que vous devez connaître, hein, c'est la surface d'un rond, un piston c'est un rond, donc S est égal à pi fois d au carré, donc le diamètre on le mettra directement en centimètres, donc on prendra 2,5, divisé par 4. Donc pi fois 2,5 au carré divisé par 4 est égal à 4,91 cm². On aurait très bien pu également utiliser une autre formule qui était S est égal à pi fois le rayon au carré. On aurait trouvé le même résultat, seulement qu'ici, au lieu d'utiliser 2,5, il fallait utiliser le rayon, donc la moitié, et là on était sur du 1,25. Voilà, c'est la même chose. Et puis on vous demande donc de trouver la pression en bar. Et bien la formule de la pression, on le sait maintenant, c'est P égale F sur S. Donc P, c'est ce qu'on va chercher. F, on nous le donne ici en décanewtons. La surface, on vient de la calculer en centimètres carrés. Donc on va faire 12 divisé par 4,91 et ça nous donne 2,44 bars. Voilà. Maintenant, question Q3.6. Reporter la valeur de réglage dans la zone 3 de DQR10. Donc on remonte la zone 3. Elle est où la zone 3? Elle est là, la zone 3, donc on arrondit 2,5 bars. Implanter le pressostat sur la carte automate DQR7 conformément au tableau des affectations des entrées-sorties et noter les couleurs du fil. Donc là, on va remonter donc, sur la carte d'entrée des automates. Elle est ici. Le symbole de notre pressostat, on l'avait ici, sur le schéma pneumatique, et ici sur le schéma électrique. Et là, on s'aperçoit qu'on a la couleur BU, BN. Donc BU, c'est bleu, blue, BN, c'est marron, c'est brown. Alors, ici, on la place à l'entrée I3.10. Alors, comment on le sait? Eh bien, c'était dans le tableau des affectations entrée-sortie. On le retrouve ici. Unité de marquage, sortie. Capteur 2S11. Donc, I3.10. Donc, comme tout à l'heure, on fait attention, c'est la bande 11, mais ça correspond bien à I3.10.
Donc on prend l'alimentation, je rappelle l'alimentation c'est ce fil-là, on l'envoie à l'entrée du pressostat, on sort du pressostat, on va au raccordement. On le note bien 2S11, puisque c'est son nom. Maintenant, on met bien la couleur du fil BU pour bleu ici, et BN pour marron ici. Retournons à la question suivante. Donc on a implanté, maintenant on vous dit compléter le graph point de vue automate. Alors, on a un graph point de vue automate qui est ici, et là on a le graph point de vue partie commande. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, là on a des choses qui sont déjà placées, hein. On s'aperçoit que c'est les affectations des entrées automates ou des sorties automates qui correspondent. Et ici, il nous faut compléter l'action de la case 23, la transition ici, l'action de la case 24 et la transition qui est là. Donc là, on vous dit quoi? Descente, unité de marquage. Alors, on va céder du tableau des entrées-sorties. Donc nous, on doit renseigner une action. Donc une action, ça va être une sortie. Et donc, on vous dit descente, unité de marquage. Donc la descente, ça correspond à sortir l'unité de marquage, donc ici, et ça sera Q4.3. Ensuite, on vous dit quoi? L'unité de marquage descendue. Eh bien, on va les vérifier. Unité de marquage descendue, là on est sur une transition, donc c'est une entrée. Unité de marquage sortie, ça sera I3.10. On note I3.10. Maintenant, on vous demande remonter unité de marquage. Donc là, c'est une sortie. Donc rentrée du vérin de marquage, c'est Q4.4. Voilà. Et après, on vous dit unité de marquage remontée. Ça sera donc une entrée. Unité de marquage rentrée, et ça sera la I3.9. Donc I3.9. Et voilà, c'est tout ce qu'on vous demandait sur le graph 7, il n'y avait rien d'autre à compléter. Nous attaquons maintenant la problématique numéro 4. Donc on vous dit, plusieurs interventions au poste de conditionnement pour raison de film plastique mal soudé ont au contraire trop déformé, amènent à une modification de la gestion de la température dans le four. Vous devez installer dans le four un capteur thermocouple associé à un thermostat électrique. La consigne est de 185 degrés et comme limite haute 190 degrés. Donc là, on vous dit qu'on va avoir besoin de DTR11 et DTR12. On vous conseille 40 minutes et c'est sur 30 points. Choisir le type de thermocouple avec la plage de température la plus appropriée en respectant rigoureusement les préconisations du constructeur. Alors nous, on veut être dans du 185-190. Donc on va aller voir les docs techniques qui correspondent. Alors, thermocouple. Donc là, on a une petite explication sur les thermocouples. Donc on a des lettres K, T, J, N. Les diamètres sont en fonction de ces lettres. Donc on vous dit qu'il est important de faire coïncider la température à mesurer avec la température du thermocouple. Plus la plage du thermocouple se rapproche de la plage de mesure, plus les mesures seront précises. Thermocouple. Nous, on veut une plage qui tourne entre 185 et 190 degrés. Donc ça sera la position maxi, 190 degrés. Alors, ici on a de 0 à 1100 avec la lettre K. On a de moins 185 à plus 400 avec la lettre T. De moins 200 à plus 800 avec la lettre J. De 0 à 1200 avec la lettre N. Et de 0 à 800 avec la lettre E. Ben, c'est simple, nous, on va prendre celui qui a le moins d'amplitude
en ce qui nous concerne. Donc là, de 0 à 1100, bah, il y a 1100 d'amplitude. Ici, de moins 185 à 400, eh bien, on est avec 585 d'amplitude. Moins 200 plus 800, on est avec 1000 d'amplitude. 0, 1200, on est avec 1200 d'amplitude. Et là, on est à 800 d'amplitude. Donc nous, l'amplitude la plus basse, c'est la lettre T. Donc notre thermocouple sera un thermocouple de type T. Maintenant, on vous demande de donner la référence du thermocouple à commander, sachant que l'on demande une longueur de thermocouple de 200 mm minimum, avec un diamètre de 3 mm, et que la dimension intérieure du four est de 460 mm. On va aller voir tout ça. Alors les références. On a des diamètres et des longueurs. Donc nous, déjà, il nous faut un diamètre de 3. Donc ça va se situer entre ça et ça. Ensuite, on nous dit que le four fait 460 et qu'il nous faut un thermocouple de minimum 200. Donc cela signifie que notre thermocouple doit être compris entre 200, doit être plus grand que 200 et plus petit que 460. Donc derrière, et bien là on a 150, c'est trop petit, 300, 500. Donc nous on doit être entre 200 et 460, donc on va prendre le 300. Donc 405, 128. Maintenant, choisir le thermostat électronique à associer au thermocouple sans liaison RS485 en fonction de la tension disponible, DQR 1319. Donc la 1319, c'est celle-ci. Donc là, on est sur du 24. Par contre, là, attention, on est en courant alternatif. Donc il va falloir qu'on choisisse notre thermostat avec du courant alternatif. Alors, thermostat électronique. Alors déjà là, RS485. S'il y a un O, ça veut dire que oui, il y en a un. Nous, on n'en veut pas. Donc déjà, il ne faudra pas en prendre un avec un O. Ensuite, on est sur du 24 volts courant alternatif. Et également sur un thermocouple. Alors, thermocouple, on l'a ici, on l'a là, donc on l'a 4 fois. Déjà, celui-ci, on ne peut pas le prendre. Là, on n'est pas sur les bonnes tensions, on n'est pas sur du 24 volts, donc il nous reste celui-ci, 1224 ACDC, donc là on doit avoir le choix, et on se retrouve avec du N322 J2. On note, et maintenant on passe à la question Q4.4. Complétez ci-dessous le schéma électrique du thermocouple et du thermostat électronique, sortie et alimentation. On vous dit, pour le câblage de la sortie du thermocouple électronique, on utilisera le contact NC de la sortie 1. Alors, on va voir les schémas qui vont bien. Donc ça, c'est les réglages. Donc le schéma, il est là. Alors, alimentation, borne 1 et 2. Donc nous, la borne 1 et la borne 2, donc on vient placer l'alimentation. On vous dit le plus, il est à la borne 2. Donc ça, faut faire attention. Donc nous, le plus, bah là, c'est celui qui a le fusible. Hop, donc on le met à la borne 2. Ensuite, on se retrouve par exemple avec cette partie-là. Donc là, on a les bornes 3, 4, 5, 6, en fonction de ce qu'on a. Donc la borne 3, c'est le commun.
La bande 4, on est sur un contact NC. La bande 5, on est en sortie 1 NO. Et la borne 6, on est en sortie 2 NO. Donc nous, on nous demande quoi? On nous demande un contact NC de la sortie 1. Donc le contact NC de la sortie 1, ça va être la 4. Donc il faut brancher 3 et 4. Donc on prend la sortie automate, on la borne à la bande 3 et de la bande 4, on va au relais de chauffe. Et donc ce relais de chauffe, il faudra qu'il soit piloté par cet ensemble-là avec le thermocouple. Le thermocouple, on est branché comme ça, on dit ça c'est le plus. Donc si on regarde là, le thermocouple c'est ici, le plus c'est la borne 13 et du coup l'autre borne c'est la borne 12. Donc on prend la borne 13, on la met au plus et l'autre borne on la met au 12. Et là on a terminé. Question 4.5. Complétez la procédure de paramétrage du thermostat d'après le manuel d'instruction en entourant les bonnes réponses. Alors, réglage de la consigne de la température pour la sortie 1. Alors, on se retrouve avec cette notice qui est ici. Par exemple, donc là, on a différentes consignes. En 0, c'est la mesure de la température. En 1, c'est le réglage des points de consigne. En 2, c'est la configuration. En 3, c'est la calibration. Donc là, il faut lire un petit peu tout ça. Donc on vous dit, pour accéder au niveau 1, qui correspond au réglage de la consigne, on doit appuyer sur la touche P pendant 1 seconde jusqu'à ce qu'on ait le message SP1. Alors, touche P, 1 seconde, SP1. Et du coup, on doit ensuite entrer la valeur, probablement, donc niveau 1, réglage de la température de sortie 1, la valeur SP1 est limitée aux valeurs programmées. OK. Donc là, nous, on va régler à 185, puisque c'est la valeur basse. C'est noté dans l'énoncé au départ, ici. Ensuite, on vous dit réglage de la limite haute en température. Donc, menu 2, ça c'est la configuration. Donc, on appuie sur P pendant 2 secondes. Le message UNT apparaît. Alors, P, 2 secondes, UNT. Donc, on est maintenant au niveau 2 de la programmation. Nous, on veut la limite haute. Donc, ça sera SPH. SPH. Et du coup, ça sera 190. Nous arrivons maintenant à la 5e problématique. Donc on vous dit la réserve de bande de gomme, donc le flux de produit. Entre la sortie de l'extrudeuse et l'entrée du poste de découpage subit des variations liées au process de fabrication. L'opérateur se plaint de devoir ajuster régulièrement la vitesse du convoyeur d'entrée du poste de découpe. On vous demande d'installer 3 capteurs pour surveiller la hauteur de réserve afin d'ajuster automatiquement la vitesse du convoyeur. Donc là, on est sur de la variation de vitesse, document technique 13 et 14, une quarantaine de minutes, 30 points. Donc là, on a le premier convoyeur donc, qui est en sortie de l'extrudeuse, et là on a le flux de matière. Et on va se retrouver avec 3 possibilités. Soit la possibilité avec une
limite, on va dire, courte, une limite moyenne et une limite trop longue. On va avoir le convoyeur de découpe et les différents capteurs. Donc S0, ça va sûrement correspondre avec quelque chose de trop long. S1, ça va être la norme. Et 6, S2, ça va être trop court. Alors, avec DQR7, donnez la référence du détecteur photoélectrique de proximité à installer, sachant que la distance maximale avec la bande est de 50 cm et que l'on impose une sortie axiale du câble et un contact NO. Alors, on va aller regarder dans les docs techniques ce qu'on a. Donc, détecteur photoélectrique. Alors, sortie connecteur. Système proximité avec réglage de sensibilité, système réflexe polarisé, alors, qu'est-ce qu'on va devoir prendre? Alors déjà, au niveau de la portée, ici, on est sur du 0,1 mètre. C'est pas suffisant. Nous, on nous demande 0,5. Donc, on va utiliser celui-ci, 0,6. Ça, c'est trop grand, donc on utilise 0,6. Maintenant, il va nous falloir contact NO. Donc voilà, donc on va se retrouver avec ces quatre possibilités. Ici, on est en PNP et là, on est en NPN. Donc ça, il va falloir qu'on aille voir la carte des entrées pour savoir lequel on va devoir prendre. Donc on retourne sur notre carte d'entrée automate qui est normalement ici. Et puis, on va prendre l'exemple de ce capteur-là qui est déjà installé avec les sorties qui sont ici. Et alors, on voit que là, on a le 24 volts qui arrive ici, le 0 volt qui arrive là, et là, on a une information qui va venir sur notre bande 10 à l'entrée I3.9. Et c'est cette information-là qu'il faut qu'on sache si ça va être une phase, si ça va être un neutre. Et ça, on va le savoir en regardant, du coup, le commun des entrées. Et bien, comme c'est branché sur le 0 volt, donc si on a le 0 volt de ce côté, il faut qu'on ait un 24 volts de ce côté. Donc on se retrouve avec 24, 0, 24. On sera en PNP. On aurait été ici à devoir avoir du 0 volt. On aurait été en 0 volt 24, 0. Ça aurait été du NPN. Donc je le répète, nous, comme ici, c'est du 0 volt. Il faut du 24 de ce côté. Donc 24, 24, 0. Ça fait PNP. Donc nous, ici, on va avoir du PNP. Maintenant, on a le choix entre axial et latéral 90. Normalement, on nous impose dans la question, il me semble, du axial. On va vérifier. Une sortie axiale. Donc, on est sur ce capteur-là. Puisqu'on a besoin d'une sortie axiale, il faut qu'il soit PNP, il faut un contact NO, et il faut une détection d'au moins 0,5 m. Donc là, on est à 0,6, c'est bon. Donc XUB5APANM12. Et la quantité, bien du coup, il va en falloir 3. Maintenant, représenter le détecteur 6S0 sur la carte automate et préciser les repères des fils. BN, donc ça c'est le marron, le brown, BU c'est blue, et BK c'est black. Alors, on retourne sur DQ7, donc c'est la carte d'entrée automate.
On vient représenter notre capteur. Donc il lui faut une alimentation. Il lui faut un 0. Et là, il y a la sortie du capteur qui vient sur la sortie automate. Alors, là, on devait le représenter ici. Donc on n'avait pas le choix. Hein, c'était cette entrée-là. Comment savoir placer les lettres? Eh bien, on allait au niveau du capteur, ici. Donc quand on est en 3 fils PNP, le moins c'est le BU, le plus c'est le BN, et la sortie c'est le BK. Donc BU le 0, BN le 24 et BK la sortie. Ensuite, identifier la vitesse à donner au convoyeur du poste de découpe en fonction des états des 3 capteurs, en renseignant toutes les cases vides par des 0 ou des 1. On notera que 6S2 informe d'une réserve insuffisante, 6S0 d'une réserve trop importante et 6S1 d'une réserve satisfaisante. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, 6S1, la réserve satisfaisante, ça devra correspondre à la vitesse moyenne, puisque c'est la norme. Si on a 6S0 qui est une réserve trop importante, eh bien, il faudra augmenter la vitesse, justement, pour remonter le niveau de la gomme au capteur 6S1. Et donc, si ensuite 6S2, c'est la vitesse de réserve insuffisante, il faudra diminuer, donc faire la vitesse lente, pour que la gomme descende au niveau du capteur moyen. Donc là, au niveau des codes, eh bien ça va être quoi? Si j'ai le capteur 6S2 à 0, 6S1 à 0 et 6S0 à 0, bah j'ai rien du tout. Par contre, si j'ai ce capteur-là, 6S2, qui est à 1 et les deux autres sont à 0. Donc si on remonte, 6S2 il serait à 1 et là je serais à 0, 0. Donc ça voudrait dire que je suis dans cette position. Donc là, ça veut dire qu'il faut que je ralentisse pour arriver à tomber jusque là. Donc je me retrouve avec la vitesse lente. Donc je dois ralentir. Et du coup ici je serai en 0, 0. Maintenant, si j'ai 6S2 et 6S1 et que j'ai pas l'autre, eh bien ça veut dire que je suis ici. Donc ça veut dire que là je suis activé et que là je suis également activé. Ça veut dire que je suis sur ma bande moyenne. Donc là, je garde la vitesse. Donc je reste en vitesse moyenne. Donc là 0, là 1 et là 0. Et maintenant, si j'ai les 3 capteurs à 1, ça veut dire que là, ma bande, j'ai trop de réserve. Donc j'ai ces 3 capteurs qui sont allumés. Ça veut dire qu'il faut que j'augmente cette vitesse pour pouvoir remonter, pour être dans la position, on va dire, normale. Donc, ici, j'active la vitesse rapide. Donc maintenant, on vous demande de compléter le schéma ci-dessous, les adresses de sortie automate et les liaisons avec le variateur. Donc mon variateur, il est là. Normalement, dans la doc technique, ici. Donc marche avant, LI1. Donc ça, c'est la vitesse normale. Marche arrière, LI2. J'en ai pas besoin. LI3, ce sera la vitesse lente. LI4, ce sera la vitesse moyenne. Et si j'ai LI3 et LI4, ça sera la vitesse rapide. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je viens ici. Donc ici, j'ai Q46. Donc il faut que j'aille retrouver à quoi ça correspond dans mes sorties automates. Donc la doc des sorties automates, elle était
un petit peu plus haut, ici. Donc Q46, marche avant convoyeur découpe. Donc là, on a vu que c'était LI1, donc je le branche à LI1, normal. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Vitesse lente du convoyeur, donc ce sera la Q47. Donc sur LI3, c'était la vitesse lente, donc ce sera la Q47. LI4, ça sera la vitesse moyenne, donc c'était la Q48. On le retrouve là, Q48, vitesse moyenne. Alors on s'aperçoit que là, on n'a pas de vitesse rapide. On l'a pas là. Et c'est normal, puisque la vitesse rapide, pour l'avoir, il faudra que j'ai Q47 et Q48 d'enclenché. Donc si j'ai LI1 et LI4 d'enclenché, là j'aurai ma vitesse rapide. Ça, on l'avait vu dans le tableau qui était tout en bas. Ici, regardez. Si j'ai LI3, vitesse lente, LI4, vitesse moyenne, et si j'ai les deux d'enclenché, je suis en vitesse rapide. Donc il n'y a pas de sortie automate définie pour la vitesse rapide. C'est la combinaison de la vitesse lente et de la vitesse moyenne, quand elles sont activées toutes les deux, qui me permet d'avoir la vitesse rapide. Maintenant, problématique numéro 6. On vous dit, à la mise en service de la ligne, et suite à un défaut du transformateur T6, le disjoncteur différentiel Q7 a déclenché. Vous êtes chargé de contrôler ce transformateur en toute sécurité. Alors, on est sur des risques électriques, il nous faut le DT6 et le DT14, et on nous conseille 40 minutes, et c'est sur 35 points. Alors, déjà, cochez dans la colonne de droite, par une croix, le titre d'habilitation nécessaire pour cette intervention, en sachant que vous intervenez seul et que vous devez réaliser la consignation électrique. Alors, là, on n'a pas tellement de questions à se poser. En fait, vous êtes un technicien de maintenance, vous intervenez seul, c'est-à-dire pour vous et personne d'autre, et vous devez réaliser une consignation électrique. Donc là, il faut utiliser le BR, c'est le chargé d'intervention. C'est la seule qui vous permet de faire ça. Ensuite, précisez sur quel composant vous allez réaliser la consignation électrique, sachant que vous devez le faire au plus près de la zone d'intervention. Alors ça, on va aller regarder le schéma ELEC. Donc le schéma ELEC, on va le retrouver ici. Votre transfo T6, il est là. Donc du coup, eh bien, en sachant qu'on doit le faire au plus près de la zone, eh ben, on va sectionner au niveau de Q9, ici. Donc la consignation se fait au niveau du disjoncteur Q9. Alors, citez de manière chronologique les étapes de la consignation électrique. Alors ça, c'est pas noté dans les docs techniques, c'est à vous de le savoir. Donc en 1, on va séparer. Donc on va ouvrir Q9. En 2, on va condamner. Donc techniquement, on met un cadenas ou quelque chose qui bloque le disjoncteur. 3, on va identifier. Donc on va vérifier là où on va venir faire notre VAT. Et donc en 4, on fait la vérification d'absence de tension. Donc c'est la VAT. Cochez dans la colonne de droite par une croix les équipements de protection nécessaires à la réalisation de la consignation et la VAT. Alors, est-ce qu'on a besoin d'un casque avec une protection faciale? Oui. Des lunettes de protection anti-UV? Eh bien non, puisque ça c'est plus aux normes, hein. C'est le casque avec la protection faciale qui remplace ça. Et bien sûr, cette protection faciale, elle est anti-UV. Hein. Une paire de gants isolants 1000 volts? Oui. Des chaussures isolantes? Oui. Un cadenas de consignation? Oui. Un VAT basse tension? Oui. Et un voltmètre? Ben non. Puisque comme on utilise un VAT, c'est le seul appareil qu'on a le droit d'utiliser. On n'a pas le droit d'utiliser un voltmètre pour faire ça. Et là, je rappelle, le VAT, on le teste à un endroit où on est sûr d'avoir de la tension avant, on fait notre mesure, et on le reteste après à un endroit où on est sûr d'avoir de la tension. Ça nous permet de savoir qu'il fonctionne correctement.
Ensuite, indiquez où vous devez vérifier l'absence de tension. Code du composant et borne. Alors, notre absence de tension, eh bien, on va devoir la faire à ce niveau-là. Donc, en général, quand on a un composant, on va dire amont, ou à l'entrée, aval, sortie. Donc nous, là, on doit le faire à la sortie, donc c'est-à-dire à l'aval, entre la borne 2 et la borne 4. Donc borne 2 de Q9, borne 4 de Q9 en aval. Après avoir déconnecté les fils reliés au transformateur, vous relevez les informations suivantes. Précisez si les valeurs sont cohérentes en entourant la bonne réponse. Alors, là j'ai le primaire du transfo, et là j'ai le secondaire du transfo. Ma mesure 1, je suis en ohmmètre. Mesure 1, j'ai 9 ohms. Donc ça veut dire que la bobine du primaire, elle a une résistance. Est-ce que ça paraît cohérent? Oui. Mesure 2, 0,5 ohms. Alors, la bobine, elle a une résistance, ça veut dire qu'elle n'est pas coupée. Est-ce que c'est cohérent? Oui. Mesure de l'isolement entre les bobinages. Donc là, je prends mon primaire et mon secondaire, et là, je prends le mégaohmmètre. Et je vais faire une mesure entre la borne ici et ici. Je relève une résistance supérieure à 10 mégohms, donc ça veut dire que je suis pas en contact. Donc oui, c'est cohérent. Ensuite, mesurer l'isolement entre les bobinages et la terre. Alors, bon, là j'ai le mégaohmmètre. Alors effectivement, ici j'ai dit qu'on faisait avec le mégaohmmètre, mais visiblement là c'est fait avec l'ohmmètre. On peut le faire avec les deux. Hein. Donc au mégaohmmètre, je prends mon primaire avec la terre sur la mesure 4. Donc j'ai 0 ohm, valeur cohérente. Ben non, parce que là, ça veut dire que j'ai une continuité. Hein. Normalement, je ne devrais pas avoir de continuité. Et sur la mesure 5, supérieure à 10 mégaohms entre le secondaire et la terre. Donc ça, oui, c'est cohérent. Donc là, on s'aperçoit que sur la mesure 4, il y a un problème. Je ne devrais pas avoir de continuité entre mon primaire et la terre. Donc on vous demande, lors de la précédente mesure, vous relevez une résistance nulle entre un des bobinages et la terre. Quelle conclusion pouvez-vous en tirer sur l'état général du transformateur? Eh bien, le transformateur est hors service. On a le circuit du primaire qui est à la masse. Alors, afin de remplacer un transformateur qui n'est plus commercialisé, indiquez les 3 caractéristiques électriques principales à relever sur la plaque signalétique afin de remplacer par un modèle équivalent. Eh bien, ce qui est très important, c'est la tension du primaire, la tension du secondaire, et puis la puissance apparente, ici, en volt-ampère. Et donc donner la référence du transformateur à commander. Alors, pour trouver la référence, on va aller sur le document ici. Alors nous, il nous faut 100 VA. Donc on va les avoir là. Transfo. Alors, qu'est-ce qu'on a comme info? 24, 48, 28, 44, 115, 230, 230 avec écran. Ici,
On est sur une gamme avec des primaires en 230-400 et des secondaires en 24-48, 24-48, 115, 230. Donc nous, U, ça va être là. Sans VA, transfo, on va être sur du 423-03. 423-03. Et voilà. On a terminé ce fameux E2. Alors, en termes de difficulté, celui-ci, bon, sans plus. Enfin, peut-être que ce qui était un petit peu plus compliqué, c'était l'histoire du paramétrage à cette question. Ici, ça peut-être, c'était un petit peu compliqué peut-être. Ensuite, bon, l'histoire des capteurs, là, c'était peut-être pas forcément évident de comprendre ça et d'en déduire ça. Bon, après, le reste, c'est énormément de réflexion et de recherche dans les documents. Bon, il y a ça qu'il faut connaître par cœur, hein. Pareil, les formules sur les calculs, ici, au niveau des vérins, des pressions, ça c'est à connaître par cœur aussi, hein, les formules là. Après le reste, enfin c'est tout dans les docs, quoi. En cherchant bien, on trouve. Voilà. J'espère que cette correction va vous faciliter la compréhension. Vous trouverez dans la description les liens de téléchargement des PDF de ce dossier. Donc le dossier technique, le dossier ressources et le corrigé. Voilà. Au revoir à tous.